Et maintenant, on va parler de l'accès à la sexualité. Droit, liberté, quelles sont les limites? Jusqu'où aller dans l'accompagnement lorsque les personnes sont très empêchées physiquement ou souffrent de troubles cognitifs, plus ou moins lourds? Quid des assistants sexuels et du principe même d'accompagner, ça a été évoqué dans la vidéo d'ailleurs, physiquement les personnes dans leur désir de sexualité et comment on assouvit ce désir. Comment on fait tomber les tabous, évidemment. On reviendra sur l'enjeu de déconstruire peut-être les représentations et les limites de chacun. Pour cela, on va en parler avec 4 intervenants. J'appelle donc à me rejoindre. J'accueille en premier Lydie Raher. Bonjour et merci à vous. Merci de me rejoindre. Je vais enlever ce fauteuil. Vous allez vous mettre là, par exemple. Bonjour Lydie, vous êtes conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Ivry-sur-Seine, militante antiféministe au sein du collectif Les Dévalideuses. Avec nous également Audrey Hervouette, psychologue clinicienne et Andy Espoir. J'enchaîne Bernard Morisseau, directeur, bonjour Audrey, Bernard, directeur de l'association Maison Saint-Joseph. On va en parler, sont 2 EHPAD et président de la Fédération nationale des directeurs d'EHPAD. Pascal Praillez. C'est le dernier, Pascal. Vous êtes docteur en psychologie clinique et sociale, membre de l'association Corps Solidaire. Bon, c'est très gentil à vous d'être là, d'avoir accepté de participer, d'avoir préparé en amont. Je ne change pas mes habitudes. Je vais commencer par un premier petit tour de table, si vous voulez bien. Comme ça, on fait connaissance. Les règles sont les mêmes pour vous dans le public. La parole, pas dans la première minute, mais quand même, il faut qu'on parle un peu ici. Mais très vite, malgré tout. Audrey, je disais, vous êtes psychologue clinicienne. Et vous terminez des études en sexologie. On va aller droit au but, direct. Il n'y a pas de... Oh non, on ne prend pas, on n'a plus le temps. Rapport au train avant 17h30. Pourquoi vous avez eu ce besoin, peut-être ce désir, ou c'est une continuité professionnelle de psychologue et sexologue? Alors, en fait, c'est mes patients qui m'ont amené à ça, parce qu'ils sont venus me questionner. Et donc, je me suis saisie de leur questionnement. Et au fur et à mesure, j'ai appris avec eux. Je me suis offusquée pour eux des problèmes de non-respect des droits, par exemple. Et donc, j'ai monté en compétences. Après, je suis passée sur l'éducation à la sexualité parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'informations. J'ai mis en place des consultations avec une sage-femme parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de consulte gynéco. En fait, voilà, tout ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, tiens, en fait, ça me plaît bien, donc je vais devenir sexologue. Voilà. Je refais des études et vous intervenez aussi en institution sur des formations auprès des professionnels, des accompagnements sur la prise en compte de la sexualité. Oui, c'est ça. C'est les former pour qu'ils aient des clés pour au moins... alors, c'est pas prendre en charge cette question, parce qu'on ne peut pas, et elle est multiple et elle concerne plein de professionnels, mais au moins de pouvoir entendre, être à l'aise et puis connaître les droits. Enfin, je suis très chiante avec les droits, mais si déjà on respectait les droits, si on connaissait la loi, on aurait déjà plein de réponses dans nos questionnements sur nos pratiques. On se torturerait moins et on s'encombrerait moins de certains questionnements. Voilà. Et vous travaillez aussi dans un foyer de vie pour adultes handicapés. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ok. Bernard Morisseau à vos côtés, donc vous allez vous prêter les micros, évidemment. Il y en a un quand même devant, que vous pourrez prendre, Pascal, par exemple. Vous êtes directeur, je disais, de l'association Maison Saint-Joseph à Nantes. Donc l'asso gère 2 établissements, 2 EHPAD. 2 EHPAD. C'est ça. Et Maison Saint-Joseph, alors moi je me suis dit forcément, il y a une petite obédience et il y a des racines catholiques dans tout ça. C'est le cas? Alors c'est pas une congrégation. Ça a toujours été un établissement laïque. Avec quand même, bien évidemment, je dirais, des gens, puisqu'on est situé dans un secteur de Nantes, c'est la Terre Sainte de Nantes en fait, donc inévitablement des gens plutôt très pratiquants. Et le profil de vos résidents, au-delà de leur pratique religieuse, qui ne nous regarde pas, leur profil, leur âge Aujourd'hui, en EHPAD, on reçoit quand même... moi, je parle aussi de vieux. Je crois qu'il faut... J'aime pas trop le terme de personnes âgées, parce que c'est un peu une tautologie. On est tous âgés. On est âgé de 5 ans, on est âgé de 10 ans, on est tous des personnes âgées. En revanche, moi, oui, on peut être vieux. Et
la moyenne d'âge, quand même, moi, l'EHPAD de Saint-Joseph, c'est 212 résidents, hein, c'est un gros EHPAD, de 90 ans. Hein, et les entrées aujourd'hui, les gens sont plutôt âgés de 95 jusqu'à 100, quoi. Hein, on accueille des gens très, très âgés. Beaucoup de troubles cognitifs. 70% forcément. présentent des troubles 70%, cognitifs oui. aujourd'hui. Alors, légers pour À des certains, degrés plus ou variables. moins importants pour d'autres. Très bien, merci pour Voilà. cette entrée en matière. Et puis Pascal Praillez, non, j'ai pas fini, elle y dit, mais je suis mon ordre. Hein. Pascal Praillez, docteur en psychologie clinique et sociale, membre de l'association Corps Solidaire. En 2 mots, c'est quoi cet asso? Bonjour, merci de me donner la parole. L'association Corps Solidaire, c'est une association qui forme des assistants et assistants sexuels. Et ensuite, nous les mettons au contact avec des personnes en situation de handicap qui le demandent. Cette association a été créée il y a maintenant 12 ans. Ces formations, on les a commencées en 2013. C'est une association qui est à la fois suisse et française. Suisse, en tout cas, le siège est en Suisse, moi je suis en France. On intervient aussi en France auprès des hommes et des femmes, je le précise, toute orientation sexuelle acceptée et identité de genre également. Alors évidemment, on reviendra plus en détail sur ces formations et ce qu'est ou ce que n'est pas l'assistance sexuelle. Le fait que pour l'instant en France, ce n'est pas tout à fait légal et reconnu. C'est une pratique qui existe depuis une dizaine d'années, puisque nous la mettons en œuvre, mais évidemment avec quelques risques, quoique il y a quand même une évolution de la société sur ces questions. Et ça sera intéressant, votre regard de ce qui se passe ailleurs aussi dans d'autres pays, parce que vous avez ce regard-là. Est-ce que vous diriez que... en fait, non, vous me l'avez dit quand on s'est parlé, vous m'avez dit le sujet de la sexualité, en fait, il est omniprésent partout, tout le temps. Ça fait... Et quoi, ce que disait M. Giamy ce matin, dans certains univers, mais on parle de sexe tout le temps, en fait, notamment dans les univers fermés. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que la sexualité, le fait est un sujet omniprésent? Ah oui. Oui. On a tous des handicaps visibles et invisibles. Moi, je suis un peu sourd de plus en plus. Au fur et à mesure, je deviens vieux, puisqu'on emploie le terme maintenant de manière de plus en plus libérée. C'est une revendication de l'inversion du stigmate. Alors voilà. Donc... oui, c'est une thématique qui de toute façon est présente. Après, il ne suffit pas d'en parler. Il faut effectivement peut-être offrir des réponses parfois concrètes. Il en était question ce matin. Moi, pendant longtemps, j'étais psychologue, formé en tant que psychanalyste. J'ai longtemps écouté les personnes en disant, voilà, déjà reconnaître... Le sujet du désir, c'est beaucoup. Ça a duré des années, sublimé. Puis à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie aussi dans le fait de ne faire que écouter et reconnaître le sujet du désir? C'est déjà beaucoup par rapport à la condamnation ou par rapport à d'autres attitudes d'évitement, par exemple. Mais c'est là que je suis allé voir en Suisse romande, je me suis formé et que je me suis engagé avec passion et humanité dans cette militance. Passion et humanité, on va en reparler après. Et puis Lydie Raher, donc je disais, vous êtes conseillère municipale à Ivry-sur-Seine, militante, très militante anti-féministe, et au sein également du collectif des Dévalideuses. Quand vous étiez plus jeune, pardon, vous n'êtes pas bien vieille, mais quand même, vous avez été plus jeune, forcément. Vous avez tenu un blog sur la sensualité. Ça veut dire que depuis longtemps, vous vous engagez et vous militez sur ce sujet. Oui. Je m'excuse pour la voix d'outre-tombe, je sors d'une extinction de voix, donc j'espère que ça va aller. Et oui, effectivement, durant mes études, ça fait 9 ans, donc une dizaine d'années, j'ai décidé de créer un blog où je racontais mes péripéties d'étudiante en droit sur roulette. Et parce que, en fait, j'avais grandi dans un milieu mixte. Mon père était en situation de handicap et ma mère valide. Donc c'est vrai, je ne voyais pas bien la différence. Et c'est en faisant des études, j'ai vu le rejet et que j'ai pris conscience du validisme. C'est quoi le validisme? Alors, est-ce que dans la salle, vous savez de quoi il est question? Vous connaissez le mot validisme? Non. En fait, c'est un mot qui est peu utilisé dans le débat public, mais qui est de plus en plus utilisé dans le milieu universitaire et militant. Donc, c'est un mot qui illustre le système d'oppression, la hiérarchisation qui est faite entre les personnes handicapées et les personnes valides. Et donc, cette hiérarchisation s'opère selon les capacités physiques, sensorielles, intellectuelles. Et donc, c'est cette
Ce militantisme Oui. anti-validisme, parce que c'est ça les dévalideuses, en C'est fait, ça. hein. C'est pour sortir de cette vision validiste Oui. de la société. Oui, et puis ça, en fait, les dominations sexistes et validistes s'entrecroisent. C'est pas un simple ajout entre le sexisme et le validisme. Non, c'est par exemple, on va attendre des femmes valides qu'elles fondent une famille. Et on va dire aux femmes handicapées, non, faites pas d'enfants. Enfin, voilà, il y a vraiment des injonctions contradictoires. Voilà. Mais c'est c'est dur de témoigner devant tout le monde parfois et d'expliquer des sujets aussi complexes que celui-ci. En tout cas, depuis longtemps, vous dites d'abord il faut quand même briser les tabous, il y en a marre. Et il y a une forme, je ressens, comme un peu avec Noémie tout à l'heure et d'autres intervenants, une forme d'urgence. C'est-à-dire à dire ça suffit maintenant, mais rendez-vous compte, on en est encore là, il faut aller plus vite. Ah bah oui, enfin oui. Bah, pareil, prenons l'exemple des femmes en situation de handicap. On est la catégorie la plus victime de violences et de violences sexistes sexuelles. Un chiffre assez édifiant. Les femmes autistes, 90% d'entre elles subissent des violences sexuelles avant l'âge de 14 ans. Donc oui, il est urgent d'agir. Bernard Morisseau, un peu comme ce que j'ai entendu ce matin avec Amélie, qui vous dites la sexualité, c'est pas un sujet pour nous au quotidien, ce sont des adultes, les résidents des EHPAD. Oui. Alors ils font leur vie, ça nous regarde pas. Sauf que, on le sait dans la réalité, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Et il y a des cas très précis, très concrets, où la sexualité de vos résidents peut venir vous interroger. Le sujet surgit, vous m'avez dit, et par exemple, monsieur va dans la chambre de madame et madame crie. Oui. Ça arrive. Ça peut arriver, effectivement. Mais alors, c'est exceptionnel, ça peut arriver. Ça, c'est, je dirais, les soignants qui vont être attentifs, le transmettre à la cadre de santé ou à la psychologue. On a la chance d'avoir une psychologue à temps plein qui va intervenir après auprès du résident et de la résidente pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Mais ça va rester, je dirais, de façon très intime entre les protagonistes et la psychologue et l'équipe de soins qui a pu être, par exemple, choquée de ce qui a pu se dérouler. Pour autant, moi, en tant que directeur, j'en entends parler, mais j'entre pas dans cette considération parce que ça ne me regarde pas. Les équipes peuvent me solliciter pour me dire est-ce qu'on prévient la famille ? Est-ce qu'on va prévenir la famille ? Est-ce que les familles doivent être au courant ? Même quand tout se passe très bien d'ailleurs. Ah, il y a monsieur machin qui a une relation avec madame machin. Alors c'est très embêtant parce que si la famille arrive à l'improviste, qu'est-ce qu'on fait ? On est ennuyé. Ben, certes, mais moi je leur dis, ça ne vous regarde pas vraiment. Ce sont des adultes, ils vivent leur vie. Là où les soignants sont, je dirais, ils sont pris en fait dans un problème éthique qui est d'un côté, j'essaie de faire en sorte que la liberté des résidents s'opère dans la résidence, puis de l'autre, la protection et cette fameuse notion du consentement. Donc on connaît très bien nos résidents dans les EHPAD majoritairement. On connaît les signes aussi de refus. On connaît les signes d'expression pour ceux qui n'arrivent plus à le faire, qui sont des signes d'expression autres que verbaux, qui nous indiquent attention, là il y a alerte. Donc il faut qu'on intervienne. Dans le cas d'abus, de violence éventuellement, exemple, ou de situations non consenties, tout à fait. Parce que ça arrive évidemment et c'est un vrai sujet. Ouais. Et vous arrivez à le repérer. En tout cas, quand oui. même. Oui, si, tout à fait. Là, c'est le rôle des équipes. C'est le rôle. Les équipes connaissent très très bien effectivement les résidents. Un exemple, on a aussi des couples qui sont où monsieur ou madame est à l'extérieur et monsieur et madame est dans l'EHPAD. J'ai un monsieur qui conduit sa femme tous les week-ends chez lui. L'équipe est toujours un peu inquiète. Chez lui, dans sa chambre, dans sa maison. Dans sa maison. Ils sont toujours un petit peu inquiets parce que madame a des troubles cognitifs importants. Mais je leur dis, est-ce que, quand elle revient, est-ce qu'elle a le sourire ? Quand elle part, est-ce qu'elle a le sourire ? Oui, tout le temps. On sait que cette dame, s'il y avait quoi que ce soit, elle ne sourirait pas en partant ni à l'entrée. Dans quelle mesure, alors, on doit prévenir la famille ? Et je tiens à rappeler aussi,
dans quelle mesure on n'a même pas le droit de prévenir le tuteur, parce qu'il y avait sur la diapo tout à l'heure une dame qui disait l'infirmière m'a prévenu parce que j'étais tutrice, mais le tuteur n'a absolument pas à savoir ce genre de choses. Je le rappelle quand même. Oui, non, mais vous faites très très bien de le rappeler. Et puis je crois que ça va être redit encore tout à l'heure. Le tuteur n'a pas forcément à être prévenu quand c'est les situations de la vie, en fait. C'est très personnel. Et est-ce que vous êtes confronté parfois, vous et vos équipes évidemment, à des demandes plus liées à la sexualité, à des besoins d'être accompagné? On parlait ce matin de sextoy, on parlait même dans les vidéos, faut réapprendre parfois, ou il faut des lieux, bon, tout ça. Alors, c'est vrai que les lieux dans les EHPAD, ça reste les chambres, bien évidemment. Avec des lits simples? Pas toujours. Non, ça, je tiens à repréciser les choses quand même. Aujourd'hui, ça a bougé, ça a changé. Quand on a des couples qui entrent en EHPAD, la première des questions déjà qu'on leur pose, c'est est-ce qu'ils souhaitent être dans la même chambre? Okay. Dans 80%, ils veulent des chambres séparées parce que déjà chez eux, ils ne dorment plus dans la même chambre. Pour ceux qui souhaitent effectivement être dans la même chambre, est-ce que vous voulez 2 lits contigus ou est-ce que vous souhaitez un grand lit? Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Nous n'avons pas spontanément des lits doubles dans nos EHPAD, mais toujours est-il que c'est tout à fait faisable d'en louer, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Et j'ai entendu aussi tout à l'heure, j'ai noté le petit mot. Oui, l'institution réprouve la sexualité des vieux. Non, quand même, heureusement. Ça dépend, je dirais, de l'impulsion donnée par la gouvernance et la direction. C'est ce qui a été beaucoup dit, ça repose parfois mais sur... aujourd'hui, heureusement, non. Sachant qu'il y a quand même une grosse autocensure, ça a été dit quand même, des personnes âgées aujourd'hui en EHPAD. N'oublions pas qu'ils ont 90, 95 ans, ils n'ont pas tout à fait eu la même éducation que nous. C'est quand même, sur l'échelle du temps, ça fait très peu de temps que les gens parlent librement de leur sexualité. Alors vous imaginez pour eux comme ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, et puis parfois, vous et d'autres m'ont expliqué, les troubles cognitifs arrivant, ça désinhibe un petit peu, et c'est tout le contraire. On en parle enfin, voire on assume une orientation sexuelle qui n'était pas celle que vécue toute la vie. Voilà, donc c'est important aussi que ce soit possible. Comme vous me posez la question sur les demandes, on n'a pas de demande énorme à ce niveau-là, il faut bien l'avouer. Sur les sextoys, très peu aussi, c'est très ponctuel. Si une personne, en revanche, lors de la toilette intime, il est observé qu'il y ait des lésions importantes parce qu'elle n'utilise pas, je dirais, le bon instrument. Ça peut arriver. Bien évidemment, là, il est proposé un objet adapté. Mais c'est très individualisé, c'est pas systématique, c'est en discussion avec la personne et la psychologue. On va tous aller à la Maison Saint-Joseph à Nantes. Moi, je dis, non, parce que je suis pas certaine. Non, je suis pas certaine que ce soit aisé partout. Ma collègue Amélie en parlait tout à l'heure. Je pense que ça se passe comme ça chez elle, et dans beaucoup d'EHPAD quand même aujourd'hui, oui. Bon, après, on a choisi quand même, je crois, pour intervenir des directeurs et directrices d'EHPAD hyper avancés quand même. On s'apprête demain à recevoir des résidents qui auront des envies tout autres. Il faut qu'on y soit prêt. Nous, quoi. Nous. Vous, nous. C'est un petit peu ça l'idée. Plus tard, j'ai envie d'avoir aussi une sexualité en EHPAD. Lydie, et après je viens vers vous, Pascal et Audrey, vous disiez, et c'est vrai qu'on l'a tous, je pense, constaté, la sexualité des personnes handicapées est parfois vue comme quelque chose, on ne l'imagine pas, elle est vue comme malsaine. Je vais m'arrêter à malsaine. Vous le pensez vraiment, ça, qu'elle est vue encore comme ça par la société? Soit on est vu comme on peut être fétichisé, donc là il y a l'aspect malsain, ou alors on est vu comme des anges totalement asexuels. Enfin voilà, il y a les deux pendant. Et quand on n'est ni l'un ni l'autre et qu'on veut juste, et qu'on a une sexualité et des désirs, les freins sont nombreux, on l'a compris. Peut-être plus en institution ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je pense que vous, les personnes valides, vous en faites toute une montagne de la vie sexuelle des personnes handies. Elle est aussi banale et variée que la vôtre. Et certes, il peut y avoir des contraintes, mais dans ce cas-là, il y a la communication.
Enfin, je parle pour les personnes en situation de handicap physique, par exemple. Enfin, je vous encourage à regarder la vidéo de Laetitia Robord, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une personne myopathe, qui est donc tétraplégique, donc qui ne bouge qu'un doigt. Et elle le dit très bien. Enfin, c'est la communication. Après, comme l'a dit Monsieur Diamy ce matin, c'est vrai qu'en institution, il y a beaucoup moins d'occasions de faire des rencontres. Eh oui. Et, ouais. Et oui, et ça a été très dit ce matin, et Noémie l'a beaucoup dit aussi à la rencontre, pourtant c'est important. Non, j'ai pas complètement encore fini avec vous, parce que ça a été, vous croyez à la pop culture en fait. Non mais si, vous citez beaucoup, exactement comme Noémie, vous êtes une génération militante aussi, qui a des références en pop culture importante, les séries, la pop culture c'est ça, les séries, les docs, les films, et qui font bouger les lignes. Peut-être que c'est des pistes aussi pour faire bouger les lignes. Oui, la discussion qu'on a eue, notamment avec la super série Sex Education, je pense que j'imagine que certains d'entre vous l'ont vu, où il y a un personnage en situation de handicap interprété par un acteur en situation de handicap, ce qui est très rarement le cas. Et il y a notamment une scène très très belle dans la 2e ou 3e saison où il y a une interaction physique avec un autre personnage. Et c'est magnifique parce que c'est très banal, en fait. C'est ni glauque, ni héroïque. Enfin, c'est... Et la pop culture peut aider à remettre du banal et de la normalité, là où on s'y faisait tout un plat, tout un film, quoi, voilà. Audrey, qu'est-ce que vous constatez, vous, là où vous intervenez, dans les établissements où vous intervenez? Est-ce que tout se passe aussi bien qu'à la Maison Saint-Joseph? Alors, maintenant, oui, parce que ça fait 6 ans que je les embête avec ça. Ouais. Et après, je vous rejoins. Enfin, ça vient de la direction aussi. C'est-à-dire que avant, j'ai pu vouloir lancer des choses et être empêchée ou qu'on me fasse comprendre que ce sujet-là, c'était pas la peine. Là, du coup, j'ai pu agir en toute liberté. Donc, j'ai suivi vraiment les besoins des résidents. Et donc, c'était cohérent avec la réalité. Mais sinon, concrètement, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Parce que vous êtes confrontés à des situations parfois... Ce qui pose problème, on va retoucher ce qu'on a dit ce matin, c'est les représentations, c'est comment, en tant que soignant, je viens normer ma sexualité, mes propres codes sur la personne que j'accompagne. Donc c'est ma vision du couple, c'est combien de fois on doit se masturber par semaine, c'est ce qui se fait, ce qui se fait pas, c'est comment si je sais pas, je suis résidente et que je suis avec quelqu'un mais que je vais papillonner avec quelqu'un d'autre, on peut me faire la leçon pour me dire c'est pas bien, tu sais, quand on est avec quelqu'un, il faut vraiment s'engager et pas aller voir ailleurs. Voilà, c'est un peu de la morale ou de la normalisation des choses. Donc ça, pour moi, ça passe, on en revient au débat plus de ce matin, de la formation. Après, des représentations de chacun et de son propre rapport. La réponse, c'est pas la masturbation, c'est tant de fois max par semaine. Ou non. Non, évidemment que non, c'était de l'humour, pardon. Et après, pour moi, en institution, encore une fois, on n'a pas à répondre à tout parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, c'est juste connaître un peu le réseau, vers qui on aiguille et surtout être prêt à accueillir en fait cette parole. En fait, c'est juste ça. À partir du moment où ils peuvent déposer leurs questionnements et que c'est entendu et qu'on nous dit OK, je ne sais pas, je vais me renseigner, on va aller creuser, on va... voilà, en fait, je crois que c'est déjà énorme si on fait ça. Pascal Praillez, est-ce qu'il y a un sujet quand même de fond qui est de dire les personnels qui accompagnent en institution notamment sont des soignants. S'occuper de sexualité, c'est pas du soin. Absolument. La sexualité, c'est pas une maladie, donc la réponse qu'on peut apporter, c'est pas du soin. Non, je crois qu'il faut vraiment justement tracer une limite. Mais curieusement, pour les personnes qui ne sont pas informées, pour moi, l'instauration d'un service d'assistance sexuelle, d'accompagnement d'assistance sexuelle, c'est aussi pour éviter la confusion des rôles. C'est-à-dire qu'on va répondre à quelques personnes, pas toutes, il y a un nombre de personnes qui se débrouillent tout à fait bien pour vivre quelque chose de la sexualité qui leur convient, mais pour d'autres qui sont face à des obstacles énormes, cette demande arrive là où elle peut, s'adresse parfois aux soignants du quotidien. Or, ça ne sera jamais le rôle des soignants du quotidien, les soignantes, auxiliaires de vie, éduques, infirmières, tout ça.
de répondre directement à la demande d'excitation sexuelle ou d'être elles-mêmes impliquées dans leur propre corps et en particulier dans les zones les plus intimes de leur corps. Donc la réponse d'assistance sexuelle, c'est une personne sélectionnée, formée qui n'est extérieure à l'équipe et qui vient spécialement pour ça, si la personne bien sûr l'a demandé et à condition que ce soit encadré par toute une démarche éthique. C'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de notre association. Et on va le détailler. Il n'y a pas une étape avant, il n'y a pas des cas où il y a des demandes qui ne concernent, comment dire, il ne s'agit pas d'impliquer son corps ou d'être dans une assistance directe, mais de donner les conditions pour que la personne puisse se débrouiller en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ça fait partie des accompagnants du quotidien. Il y a un certain nombre d'années, on m'avait appelé auprès d'un jeune homme, enfin d'une trentaine d'années, qui demandait aux auxiliaires de vie, après la toilette, de porter son bras pour qu'il puisse poser sa main sur son sexe, son propre sexe. Et après, il demandait que les auxiliaires de vie partent, le laissent seul. Pourquoi ? Parce qu'avec l'évolution de la myopathie dont il était porteur, peu à peu, il n'avait plus la force même de déplacer son bras. Mais une fois sa main ayant attrapé son pénis, il pouvait se masturber. Il y a eu un évitement, il y a eu de la peur, il y a eu toute une histoire, etc. Quand on est intervenu et qu'on en a parlé après, eh bien, il y a des soignantes qui étaient là, qui ont dit moi, ça ne me pose aucun problème. Je peux très bien faire ce geste-là. Effectivement, ça n'impliquait pas leur propre corps. Elles ne participaient pas à l'excitation sexuelle directement. Elles créaient les conditions de... On retrouve la même chose avec l'exemple du couple, là, qui a été donné tout à l'heure. Un couple, s'il s'agit d'allonger deux personnes nues l'une à côté de l'autre, fermer la porte et de partir, ça peut faire partie des accompagnants du quotidien. Oui, Aller plus loin, non. Les emboîter, comme disait le monsieur, et je vous ai entendu, tout le monde a ri quand le monsieur dans la vidéo disait pas besoin d'aller les emboîter. Et, mais par contre, à ce stade-là, pour moi, c'est des intervenants extérieurs qui peuvent venir éventuellement, assistants ou assistantes sexuelles. Et il y a un certain nombre d'années, je pense à Carole Landel, on avait été appelé sur un établissement qui voulait mettre en place une chambre d'intimité. Et cette question avait été posée. Même l'équipe qui avait réclamé qu'on avance sur cette question avait dit ah bah oui, mais d'un seul coup, elle avait pris peur. Mais oui, mais jusqu'où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait une discussion très intéressante. Effectivement, allonger deux personnes nues l'une à côté de l'autre, ça ne posait pas de problème. Aller plus loin, poser un préservatif. Ah, ça commence à être un peu différent. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une limite et je pense que des personnes formées spécialement peuvent y répondre. J'attends le moment où on va aller plus loin pour raconter la formation, les profils des assistants sexuels, mais quand même, sur ce qui vient d'être dit, par exemple, Bernard Morisseau, sur l'aide, l'accompagnement pour que la personne vive un moment de sexualité ou intime, mais il faut l'aider au tout début, mettre à disposition un objet, on l'a dit, déplacer un bras et tout. Ça vous semble possible ? Alors, ça poserait souci aujourd'hui, je pense, quand même. Non, ça poserait souci. Très sincèrement, ça poserait souci pour les aides-soignantes. Hein. Oui. Vous voulez, à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille plus loin ? Oui, les mains se lèvent. Du coup, j'ai une question, sur l'assistant sexuel. C'est juste d'un point de vue droit. En fait, je fais référence là, tout simplement à la démarche, au dossier que tout le monde connaît de la MDPH. Voilà. Est-ce que c'est possible d'expliquer du coup comment est-ce qu'on fait entrer ces demandes dans un... comment ça fonctionne? Non, mais on ne fait pas entrer, en fait. Non, mais... bon, ça, on ne sait pas. Juste, ça pose des questions, pour moi, administratives. C'est vraiment ça que je cherche à interroger. Parce que je pense aussi au financement des choses. Voilà, moi, j'aimerais qu'on soit plus global. Et juste, je finis, parce que je reviens à cette question. Quand on développe chez les personnes, comment est-ce qu'on accompagne globalement ? Parce que forcément, c'est des personnes qui développent autre chose autour, et tant mieux. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette approche globale ? Merci. Alors, on allait venir évidemment à ces questions plus... mais répondez déjà, Pascal, Audrey. Alors, sur le dossier MDPH, il y a quelques personnes concernées par le handicap qui ont essayé à une période en demandant dans le cadre de la PCH, etc. Bon, ça a toujours été refusé, mais elles le savaient d'avance que ça serait refusé. Actuellement, dans l'état de la légalité en France, ce n'est pas possible. Mais elles l'ont fait dans une démarche militante. Et à un moment, c'était Madame Dubarry à Paris, qui était adjointe au maire de Paris, qui était elle-même la présidente de la MDPH, qui encourageait les personnes à faire la demande. Mais elle savait que légalement, ça ne serait pas possible.
Donc là, de fait, en France, quand je dis que ça existe ponctuellement, mais on aimerait que ça évolue sur le plan législatif, puisqu'on est quand même un peu en dehors de la loi. Hein. Oui, j'ai des questions en fait. Une première pour M. Prez. Vous avez dit que la sexualité n'est pas une maladie, alors que des fois on parle de déviance sexuelle. Voilà, comme pour les pédocriminels, il y a aussi des gens qui sont désinhibés, des résidents, et qui peuvent avoir des déviances sexuelles. Par exemple, une résidente qui se frotte sur le mur et tout ça, ou qui nous sollicite, nous les soignants. Et ben, si vous dites que la sexualité n'est pas une maladie, pourquoi on nomme la déviance sexuelle? C'est ça ma question. Et juste une deuxième question pour Madame Raher. J'aimerais juste... je suis totalement d'accord avec vous parce que nous, comme on se considère, alors que ça peut prêter débat, comme des personnes valides, alors qu'il y a un système de hiérarchisation, je suis totalement d'accord. Mais comment pouvons-nous déconstruire? C'est comme vous avez dit, une femme en situation de handicap, on lui interdit d'avoir un enfant. Peut-être pour qu'il y a des handicaps qui sont, qui se transmettent génétiquement. Et là, comment nous, personnes valides, nous pouvons nous déconstruire ça en disant que cette personne en situation de handicap a pris ses propres risques afin de procréer. Voilà. Ok, merci. Pascal, déjà sur la première question, et puis après on revient avec vous. Oui, alors il existe des pathologies en lien avec la sexualité, évidemment. Mais la sexualité elle-même, en soi, c'est une énergie de vie positive, c'est une ressource, ce n'est pas une pathologie. Après, pourquoi dit-on que c'est une déviance? Ça dépend de quoi on parle. Effectivement, il y a des déviances associées à la violence, etc. Mais il y a aussi, là, ce que vous avez évoqué, une femme qui se frotte contre je ne sais pas quel objet pour essayer de trouver du plaisir. Ça, ce n'est pas une déviance, c'est quelqu'un qui cherche d'une manière ou d'une autre à se donner du plaisir. Et probablement, c'est quelqu'un qu'il faut qu'on accompagne. Donc ça, c'est des comportements qu'on voit des fois dans les troubles du spectre autistique avec des schémas très graves. Ça peut faire partie d'un travail d'accompagnement, voire d'assistance sexuelle aussi, pour aider la personne à trouver peut-être le bon objet, à savoir aussi trouver le lieu qui convient pour que ce ne soit pas dans le foyer, etc. En soi, c'est simplement une recherche de se donner du plaisir. Ce n'est pas forcément une déviance, ça. Et y répondre, c'est apaiser? Oui, ça peut, mais parfois il y a tout un travail très large à faire avant, parce que alors là je parlais des troubles du spectre autistique, il y a des personnes chez qui la pulsion sexuelle est source d'angoisse, c'est quelque chose de terrible, et donc précipite des comportements incohérents, voire des comportements de masturbation, mais qui vont se blesser, etc., parce que la personne n'arrive pas à trouver une satisfaction. Alors c'est pas forcément l'assistance sexuelle qui est la réponse à tout, hein, loin de là. Et par exemple, on a un très bon outil actuellement qui circule, qui s'appelle Sexo Solo, qui a été mis au point par Sheila Waringbourg. Vous connaissez Sexo Solo. Sexo Solo, également avec le CRE d'Avis et Sheila Waringbourg, et donc où il y a vraiment un enseignement à la masturbation pour les hommes, pour les femmes, avec des étapes, c'est très pédagogique. On prévient à chaque fois qu'est-ce qu'on va voir après, qu'est-ce qu'on ne va pas voir. C'est pas pornographique, mais ça montre très clairement ce qui se passe. Il y a des explications. C'est quoi? C'est un outil? C'est un livre? Un outil vidéo accompagné d'un manuel qu'on achète aussi comme un manuel pédagogique. Donc c'est plutôt, il faut s'y préparer avant d'accompagner quelqu'un. Hein. Ok. Lydie, peut-être une réponse à cette question sur... et alors là, vous n'avez pas 2 heures, donc, parce que le sujet est vaste. Comment on il y avait 2 questions. Il y avait comment on déconstruit. Comment on déconstruit, c'est déjà en nous côtoyant, en lisant nos écrits, en regardant des documentaires. J'ai 2 ressources, 2 pistes. Il y a déjà le film Creep Camp, que je vous encourage à regarder, qui est un film qui retrace le mouvement de lutte pour les droits des personnes handicapées aux États-Unis. Ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Ensuite, il y a également le livre de Charlotte Puiseux qui s'appelle « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». C'est une autre très bonne porte d'entrée en France. Et puis, alors concernant la maternité des femmes ayant une maladie génétique, moi par exemple j'ai une maladie génétique, j'ai 50% de chances de transmettre ma maladie. Il se trouve que je veux pas d'enfant, mais je me souviens d'une expérience où il y a plusieurs années, à l'époque où j'étais encore hétéra, j'étais dans un cabinet de pas sage-femme, mais ceux qui ont les échographistes. Voilà, merci. De rien. On testait le bon emplacement de mon stérilet et la professionnelle, le médecin me dit: oh là là, moi je connais bien votre maladie, j'ai l'habitude de détecter
arrêté pour les IMG et j'ai trouvé ça hyper violent en fait. En fait, il n'y a pas de solution. Il y a des femmes qui veulent pas faire par exemple de dépistage préimplantatoire ou voilà, et c'est leur choix. Et il y a d'autres, à contrario, qui vont pas vouloir transmettre leur handicap, leur maladie, et c'est leur choix aussi. Il n'y a pas de solution plus légitime que d'autres. Voilà. Une question. Ensuite, il y a Marcel qui attend, mais j'aimerais avant qu'on en dise un peu plus sur les assistants sexuels. Donc, on prend votre question. Oui, je tape un peu à toutes les portes pour avoir des réponses. Je travaille dans une maison d'accueil spécialisée qui accompagne des personnes atteintes de cérébrolésions, donc avec des personnes majoritairement tétraplégiques avec des trachéotomies. Donc, on a de plus en plus de demandes de personnes qui voudraient s'adonner à une sexualité solitaire pour le moment. Sauf que les ergothérapeutes, par exemple, ont trouvé des outils adaptés à mettre sur le sexe de la personne. Mais étant donné que pour leur laisser l'intimité et puis ne pas s'immiscer outre mesure, elles me disent mais comment je peux tester le fait que l'appareil fonctionne? Là, Monsieur Praez, vous avez très bien dit que ce ne sera jamais le rôle du soignant de l'établissement d'accompagner. Il faut que ce soit une personne extérieure. Il ne faut pas qu'elle participe à l'excitation sexuelle, c'est évident. Mais là, la limite de l'ergothérapeute, elle se situe où selon vous? On va rentrer dans le... Là, vous allez dire, c'est peut-être le rôle de l'assistant sexuel, typiquement. Oui, ça peut être le rôle de l'assistant sexuel, l'accompagnant. Là, il va avoir un rôle d'accompagnement, mais ça peut être un travail avec l'ergothérapeute aussi, reparler après, du temps intime passé avec la personne. Vous voyez, il ne faut pas se représenter l'intervention en accompagnement en assistance sexuelle comme forcément avoir un rapport sexuel hétéronormé, pénétration. Ça peut être une demande, ça peut avoir lieu si ça convient aux deux personnes. Si l'assistant à l'assistance sexuelle n'a pas cette limite-là, certains ne vont pas jusque-là, d'autres oui. Mais c'est vraiment un très large champ de la sexualité. Hein. C'est retrouver le choix des caresses, c'est découvrir plein de choses, justement, même en dehors des normes hétéronormées, enfin des normes genrées hétéronormées. Alors, voilà pour cette question-là. Il y avait une autre question? Non, c'était la seule question. Je ne sais pas si ça a répondu très clairement. Oui, tout le monde a conscience que l'ergo, comme vous dites, il y a une limite. Il y a une limite qui est posée là. Et aujourd'hui, en vrai, me semble-t-il, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de solution entendue, légale, ou alors il faut que quelqu'un, soit dans l'équipe, soit dans l'entourage, dise « Ok, moi je vais faire, mais c'est peut-être pas son rôle, alors bon. » Non, il y a une zone de alors ceci dit, quand je disais que nous mettons en contact des personnes en France avec des assistants assistants sexuels, on ne s'en cache pas depuis une dizaine d'années. Le CCNE nous a écoutés à 2 reprises. Une première réponse qui avait été plutôt négative, on va dire en 2012, mais avec cette phrase « Le procureur peut ne pas y voir opportunité de poursuite ». Donc, alors on peut le voir comme l'hypocrisie ou le signe qu'il avait été compris que c'était une démarche humanitaire, sociale et pas une démarche d'exploitation, de violence ou quoi que ce soit. Et la réponse plus récente d'une seconde saisine à la suite de Mme Cluzel a été de dire, effectivement, on comprend mieux qu'il ne s'agit pas d'un droit à la sexualité, mais d'un droit d'accès à la liberté sexuelle dont doivent pouvoir jouir tous les citoyens et citoyennes. Donc, dans certaines mesures, on peut le comprendre, voire même envisager une expérimentation prudente. Ça veut dire, vous voyez que c'est très lent, les législateurs, je pense, ne sont pas prêts à suivre pour l'instant, mais il y a quand même une évolution sur cette thématique. Et on a encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique et sur le thème des assistants sexuels, et je ferai réagir. Mais il y a Marcel qui attend et que j'ai fait patienter. Pardon Marcel, mais je reviens vers vous. Et c'est à vous la parole. Alors, vous avez compris qu'on n'a pas encore tout dit des assistants, mais en tout cas, vous, c'est un sujet sur lequel vous avez depuis longtemps pris la parole et écrit. J'ai écrit La Pince en 2013. Et en 2015, on a été la première association à former et à mettre en relation accompagnant et accompagné. Voilà, donc je connais bien le sujet, mais moi je voulais rebondir sur 2 questions. Je pense que à la limite, peu importe qu'il y ait le partenaire valide, ça peut très bien être quelqu'un du personnel. Mais la seule condition, c'est le consentement mutuel.
Mais dès lors qu'il y a consentement, au nom du quoi peut-on interdire à un professionnel en établissement et un résident d'avoir une relation même fugace, au nom de quoi important. Il y a des établissements où c'est interdit. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Tout tourne autour du consentement. Encore faut-il considérer les deux personnes comme adultes et responsables. Voilà. Ok. Je vais faire. Merci beaucoup, Marcel. Je peux faire réagir l'idée que, a priori, ça peut être n'importe qui, voire un personnel, un membre de l'équipe qui aide la personne, pour peu qu'il y ait consentement des deux. C'est ce que nous dit Marcel. C'est entendable, acceptable pour vous, Pascal, Audrey, peut-être, Lydie, Bernard, vous répondez, vous, ceux qui veulent. Ou est-ce que c'est trop touchy? Ouais, bon, moi, je voudrais quand même saluer Marcel, qui a toujours été un élément moteur incroyable sur cette thématique. Moi-même, si je m'y suis engagé il y a plus de 10 ans, c'est aussi à la suite de tout ce qu'a écrit Marcel Nuss. Donc ça a été toujours quand même quelqu'un qui a eu un rôle fondamental, y compris dans la création de l'association APAS. Il était là aussi d'ailleurs au début de la formation de l'association Chose, Collectif Handicap et Sexualité, qui est l'association française. T'es membre, Audrey. Voilà, hein, qui, elle, ne fait pas de formation directement ni de mise en relation, mais qui milite pour faire évoluer la législation. Donc voilà, après, on peut avoir des avis différents par rapport à ce que disait Marcel. Moi, je suis plus prudent. Je trouve que quelqu'un qui est un soignant ou un professionnel du quotidien, au fil des mois, des années, avec la relation longue, avec l'attachement qui se crée, ça devient vite ingérable s'il y a eu des éléments de sexualité, et même avec bien sûr le consentement, ça va de soi, c'est le b.a.-ba, mais ça risque d'être ingérable. Donc je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver exceptionnellement, que ça ne puisse pas avoir lieu, mais je reste quand même très prudent par rapport à ça. Audrey? Oui, alors j'aurais la même réponse. Je rajouterais que j'aurais des doutes aussi sur la véracité du consentement, parce que c'est pas une relation neutre, qu'il y a des enjeux pour le soignant, c'est son travail, c'est son gagne-pain. C'est quoi l'enjeu si je dis non? Enfin voilà, il pourrait y avoir d'autres pressions qui feraient que je serais pas très sûre qu'on est sur un vrai consentement. Et pareil pour la personne accompagnée. Donc c'est pas aussi simple que ça. Bernard, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Complètement D'accord. Ouais. Quelqu'un voulait réagir peut-être sur ce sujet? Alors, madame, et ensuite monsieur Giamy. Vous avez un micro? Bonjour, oui, je voulais ajouter, pour compléter ce qui a été dit par Bernard Morisseau, que pour le moment, la pratique des assistants sexuels reste quand même, tombe toujours sous le coup de la loi pénale pour les établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, même si en effet le procureur peut considérer qu'il n'y a pas lieu à poursuite et qu'en effet dans la pratique, on le sait, il y a des assistants sexuels de fait. Les métiers de la prostitution sont dédiés aussi pour une large part. Donc, en effet, il serait souhaitable de légiférer sur ce point. Mais s'agissant des expérimentations qui ont été proposées, au moins sur 2 territoires, le CCNE comme le CNCPH insistent bien sur la nécessité de mettre en place un code de déontologie, des bonnes pratiques, parce qu'effectivement, sinon, c'est la prostitution qu'on consacre, et avec des risques pour les 2 parties, qu'elles soient d'ailleurs consentantes ou pas. Il faut quand même que les frontières restent assez étanches entre le soin et l'activité sexuelle. Alors on va voir après comment vous faites à l'association et comment ils font en Suisse. On y vient, mais comme il y a beaucoup de prises de parole, c'était le but aussi. Allez-y, monsieur Giamy. Oui, effectivement, on a beaucoup de témoignages sur la pratique de relations sexuelles ou érotiques entre des soignants et des personnes prises en charge, que ce soit des infirmières, des aides-soignants, enfin ceux et celles qui sont au contact corporel avec les personnes qui sont accompagnées. Alors, moi, je ne suis pas pour
employer le terme de prostitution. Je préfère parler du terme de travail sexuel, si vous voulez, parce que ça enlève la dimension morale de cette question. Mais la question, c'est aussi la question du genre, si vous voulez, qui est à l'œuvre. Les travaux de Pascal Molinier sur le Caire montrent comment, enfin, elle raconte l'histoire de Monsieur Georges, qui a vécu, comme on dirait, comme un coq en pâte dans un établissement. Et on a découvert, après sa mort, qu'il était l'objet de tout un tas de gâteries, comme on dit dans le milieu, de la part des aides-soignantes. Et elle se pose la question de savoir si la qualité du soin, justement, dont a bénéficié cette personne, n'était pas liée au fait des gâteries dont il a bénéficié pendant la durée de son séjour. Autre vignette, une personne infirmière avec de la bouteille, si j'ose dire, qui était aux Invalides, qui, confrontée à des militaires amputés, abîmés, etc., n'a pas hésité à répondre à leur demande de les masturber. Alors, elle a dit ça dans une journée comme ici. Il y a eu un grand silence dans la salle. Et à ce moment-là, j'ai dit, imaginons que ce soit moi qui dise que j'ai masturbé une vieille dame ou une jeune adolescente, il y aurait eu les gendarmes immédiatement qui viendraient m'arrêter. Alors, je crois qu'il y a une dimension de genre, il y a une tolérance beaucoup plus grande sur les actes, sur la participation des soignantes à des actes érotiques ou sexuels envers des hommes ou envers des femmes d'ailleurs aussi. Et il n'y a pas du tout la même tolérance en ce qui concerne les soignants de sexe masculin qui s'adressent à des hommes ou à des femmes d'ailleurs. Donc je crois qu'il est important de rappeler cette chose-là, mais que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, ça se passe. En fait, c'est ça se passe et ça se dit pas et ça se porte. Et il y a des témoignages et là, moi, je me souviens en tant que journaliste, quand j'étais sur ces sujets, sur le terrain, et des gens qui racontent, des professionnels qui vivent avec ça et avec un sentiment d'abord de culpabilité ou de malaise et de pas pouvoir en parler en équipe parce que c'est tabou. Donc ça existe, ça se passe. Donc il faut, à un moment donné, il va falloir sortir de cette situation. On en dit un peu plus sur les assistants sexuels, peut-être. Qui sont-ils, qui sont-elles? Comment arrivent-ils à vous? Voilà, qu'on comprenne. Là, en ce moment, justement, il y a une formation qui commence bientôt, donc on termine une phase de sélection de plusieurs mois. Les personnes qui viennent pour participer aux formations qu'on organise sont pour la plupart des personnes qui ont eu un contact quand même avec le domaine du handicap, avec la conscience qu'un certain nombre de personnes qu'ils ont côtoyées souffraient d'une véritable privation. Alors, ils font bien la différence entre les personnes qui peuvent tout à fait séduire, parce que même en fauteuil, si on a la parole, si on est intelligent, si on a des qualités relationnelles, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui sont avec des troubles de la communication énormes, avec associant des troubles intellectuels et moteurs, etc., quand même des obstacles très très graves, ils ont souvent cette conscience-là, ils ont quand même cette sensibilité. Et puis, c'est souvent des personnes, alors ça va peut-être choquer certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, qui sont riches de leur sexualité, qui ont vécu toutes sortes d'expériences sexuelles épanouissantes et qui sont conscientes que c'est quelque chose qui vraiment est bon pour la santé en général. Et puis eux-mêmes, elles-mêmes, à l'aise avec cette thématique. Voilà, mais après, ça ne suffit pas. Après, donc, on les revoit, il y a toute une sélection. Bon, je passe sur le casier judiciaire, des choses comme ça, c'est le minimum, mais ça ne suffit pas. Après, il y a un week-end préalable qui est un séminaire dans lequel on finalise la formation, on finalise la sélection elle-même. Et puis après, il y a une série de week-ends en résidentiel sur une année environ. Et il y a un critère aussi que vous m'avez expliqué, c'est le fait que ces personnes sont par ailleurs indépendantes financièrement. Oui, ça c'est un des critères importants. Il faut avoir, pour nous, il faut avoir un revenu, il faut avoir une activité professionnelle. On ne va pas s'attendre à vivre de l'accompagnement de l'assistance sexuelle, même une fois certifié, puisqu'à la fin, nous, on propose une certification. Donc ça, c'est un critère important. Ça veut dire qu'en même temps, elles doivent constamment, après, quand elles interviennent, avoir en tête l'autonomie de la personne, et non pas la fidélisation du client, si on compare avec le domaine du travail du sexe. Je précise aussi que quand même, parmi les personnes qui se présentent à nous, surtout en Suisse, dans chaque promotion, c'est des petits groupes, 10-12 à chaque fois, il y a 2-3 personnes qui viennent du travail du sexe et qui disent moi j'ai hésité à accepter une personne en situation de handicap parce que je ne suis pas à l'aise, je ne connais pas, donc je viens justement pour me former, apprendre entre autres un certain nombre de choses sur le handicap. Et juste, ces personnes ensuite interviennent. On a compris que ce n'était pas légal, hein. On est hors clou, on se le redit. En France. En France, mais puisqu'on parle de là, en France. Elles interviennent
À domicile, auprès de personnes qui vivent à domicile, ou ça peut être en institution? Ça dépend des demandes. Parce Ça que peut là, être en attention, institution. En institution, je crois que ça soulève un autre Alors, problème. ça peut être en institution. Il suffit que l'encadrement, la direction fasse ce choix éthique d'avancer, même si elles savent que légalement, elles ne sont pas dans les clous. Mais ça, c'est arrivé souvent. Moi, que je prépare avec une psychologue et avec un responsable d'établissement, l'intervention auprès d'une personne qui l'a demandé depuis longtemps, qui était avec telle ou telle problématique. Donc voilà. Alors la personne, il faut savoir que l'assistant à l'assistance sexuelle, lui, il n'est pas en danger. Et c'est de même qu'aujourd'hui, même avec la loi de 2016, les personnes qui sont professionnelles du sexe sont considérées comme des victimes systématiquement. Mais ce sont les clients elles ont qui peuvent le être droit. poursuivis. C'est les clients qui peuvent et les être, proxénètes. Voilà. Et bien sûr, et le les proxénète, intermédiaires. c'est celui qui met en lien. Voilà. Alors nous qui sommes intermédiaires, même bénévoles, on pourrait avoir des sommes terribles et faire des années de prison. Bon. Ouais. C'est là qu'on voit l'avis du CCNE sur que le procureur ne peut ne pas y voir opportunité de poursuite. On ne s'en cache pas pour un certain nombre d'entre nous, et il n'y a jamais eu de problème jusque-là. Vous, Pascal Praillez, et ensuite je vous donne la parole, Audrey, vous dites, en fait, il est temps que le législateur revoie sa copie sur ce sujet-là. Vous attendez ça ? Oui, bien sûr, on est patient, mais on attend, on aimerait. Non, il y a quand même des choses qui évoluent, il y a des rencontres. Alors, la législature précédente avec Madame Cluzel, c'était bien parce qu'elle est restée 5 ans, la même personne, parce que souvent, l'association Chose, par exemple, a sollicité rendez-vous dans 3 mois avec le chef de cabinet, 6 mois, etc. On a changé de secrétaire d'État. Bon. Là, elle est restée 5 ans et elle a eu envie d'avancer et donc c'était quand même des choses très positives. Et puis effectivement, on a à la suite de ça, à la suite de la nouvelle réponse du CCNE, il y a eu le CNCPH entre autres qui s'en est saisi et peut-être cette étude de pouvoir avancer avec un encadrement. Alors en effet, nous c'est ce qu'on met en place dans le cadre de Corps Solidaire. Il y a une association, c'est-à-dire qu'après les personnes. D'abord, à la fin de la formation, elles s'engagent, elles prêtent serment de respecter la charte éthique de Corps Solidaire. Et puis, elles ne sont pas dans la nature après. Il y a des intervisions, continuent de se voir, etc. Donc, la personne qui cherche à rencontrer quelqu'un, dans le cadre pour une assistance sexuelle, elle commence par avoir un écoutant ou une écoutante qui l'aide à élaborer la demande. Après, il y a une rencontre préalable, si c'est la bonne réponse avec une assistante sexuelle ou un assistant sexuel. Ça peut être aussi une femme qui s'adresse à une femme qui veut guérir quelque chose de blessure qu'elle a pu vivre. Donc, vous voyez, il faut vraiment se représenter ça d'une manière très large, ou simplement par choix homosexuel aussi. On peut y répondre quand les personnes sont prêtes. Et donc, on est avec un cadre safe. C'est ça. C'est vraiment une école pour apprendre, pour connaître. C'est aussi une école du consentement. Apprendre à dire oui, apprendre à dire non, l'assistance sexuelle. Mais c'est pas si simple que ça. Et on a le droit, et c'est même salvateur, de se poser des questions et d'avoir peut-être des avis divergents. On va faire réagir, avant de revenir vers le public, déjà les gens ici présents, Marcel, et ensuite vous. Et après, on ne se connaît plus. Non, je rigole. Oui, moi je voulais juste réagir en disant, en fait, si l'accompagnant sexuel vient en institution, en vrai, on n'est pas censé, en tant que professionnel, le savoir. Si on ne demandait pas quand quelqu'un arrive dans l'institution, bonjour, vous venez voir qui ? Et vous êtes sa cousine. Voilà, en fait, on nous fait dire, on nous fait dévoiler notre lien. Si on voulait vraiment respecter l'intimité, en fait, si je vais voir mon petit copain, mon cousin ou je ne sais qui en institution, je ne devrais même pas me dévoiler. Donc l'accompagnant sexuel, si je suis résidente en institution, je peux contacter l'accompagnant sexuel et la faire venir et que l'institution n'en sache rien sur son statut. Sauf que l'institution, je ne sais pas, Bernard, vous pouvez peut-être un mot là-dessus. Il y a, on contrôle les entrées, c'est quoi, une question de sécurité ? On veut savoir qui est dans l'établissement ? Oula, on contrôle, moi, le mot est peut-être fort. Je ne contrôle pas. On rentre, on sort comme on veut. À la résidence, d'ailleurs... nos autorités de tutelle et de tarification auraient plutôt tendance à faire en sorte, en plus avec le plan Vigipirate en ce moment, à faire que nous soyons de véritables bunkers. Moi aujourd'hui c'est pas le cas, donc on entre, on sort. Moi j'avoue que si j'avais une liste à disposition effectivement de personnes susceptibles d'intervenir et qu'au décours d'une demande je donne la liste, après c'est là, ça regarde le résident, mais ça me regarde. Ça ne vous poserait pas de problème et ça, pas vraiment.
Et d'ailleurs, dans certains établissements précédemment, j'avais un résident qui aimait qu'on le conduise quai de la Fosse régulièrement. Tout le monde connaît le quai de la dans un Fosse à bar. Nantes. Voilà. Bon, Non, pour les non-nantais, voilà, je vois des gens qui disent, bah non, à Nantes, le quai de la Fosse, c'était historiquement, alors moins maintenant, très Oui. clairement, un lieu où il y avait des personnes, des travailleurs du sexe, Voilà. travailleuses on du sexe l'appelait, surtout. on l'appelait quai de la Fesse, tout simplement. Voilà, Comme parce ça, qu'il y avait ça- aussi ça toutes donne les les maisons images, mais- closes à l'époque. Toujours est-il que et on l'y amenait. Bon, voilà, puis c'est tout. C'est possible, voilà. C'est possible. Et ça- Alors après. Voilà. Audrey, puis ensuite Lydie, Non, bien sûr. oui, parce que j'aime bien être concrète, parce que je me dis, il faut qu'on soit... Il faut qu'on le soit. Donc, on parle de l'accompagnement sexuel, après, il y a les idées et tout ça, mais concrètement, si je veux mettre en place un accompagnement sexuel pour moi, par exemple, comment je fais Je contacte l'APAS, A2PAS, sur Internet. Alors, il y a une adhésion avant, on va tout expliquer. Je contacte Corps Solidaire. En gros, il y a deux possibilités. On remplit le formulaire, il y a la mise en lien. Après, chacun a son procédé, mais voilà comment on fait. Après, si on est professionnel, parce que c'est important que tout le monde ait quand même bien conscience des choses, si on est professionnel et qu'on met en lien une personne, c'est-à-dire que, par exemple, si c'est moi qui tape le texte de mon patient parce qu'il ne peut pas écrire et que je fais la demande pour lui, effectivement, du coup, c'est moi qui fais la mise en lien. Je tombe sous la loi liée au proxénétisme. Donc, en tant que professionnel, si vous voulez être dans les clous, mais quand même faire quelque chose, c'est vous proposer à la personne que vous accompagnez ces deux associations et de prendre contact et de donner les infos. Et sinon, l'autre solution, c'est de faire appel à des travailleurs du sexe. Alors, c'est pas pareil. Non, mais je fais exprès, Je mais sais, on je est... sais. Quel acting. C'est un jeu d'acteurs entre Audrey et entre vous tous et moi. Non, mais Oui. c'est un vrai sujet. C'est comment on différencie. Et comment on peut aussi, dans le panel de possibilités, pourquoi on ne dit pas simplement, vous pouvez faire appel à des travailleurs et travailleuses du sexe. Oui. Alors, et vous me direz, c'est pas toujours possible. Et puis, c'est pas la même chose. Mais Lydie, vous en pensez quoi? Ayant fait mon mémoire de Master 2 sur l'accompagnement sexuel, je nie pas les souffrances, les frustrations que peuvent connaître les personnes en situation de handicap ne pouvant pas avoir recours à une sexualité de manière classique. Néanmoins, pour nous, collectif anti-féministes, les dévalideuses, il y a deux choses qui nous dérangent dans ce débat-là. D'une part, pour nous, en fait, c'est ce distinguo entre accompagnement sexuel et travail du sexe. Pour nous, il y a une vision trop charitable là-dedans. Et on considère que l'accompagnement sexuel est une spécialité, une forme de travail du sexe comme un autre. Donc pourquoi vouloir faire une distinction juridique, en fait? Pour nous, il faut régler, comme le disait Noémie ce matin, la question du travail du sexe. Voilà. Alors, comment dire ensuite, c'est l'Arlésienne, ce sujet-là. oui. Et d'autre part, on trouve que lorsqu'on parle de sexualité des personnes handicapées, c'est trop vu justement sous l'angle de l'accompagnement sexuel. Et il y a d'autres revendications qu'on devrait aussi défendre et qui passent un peu à la trappe parce qu'on parle tellement de l'accompagnement sexuel. On ne parle pas des cabinets de gynécologie inaccessibles, de l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles en situation de handicap. On ne parle pas de la vie autonome. Enfin voilà, on trouve que l'accompagnement sexuel, c'est un peu le sujet un peu sexy qui fait... Et voilà. Je ne sais pas si c'est si sexy que ça. Oula, ça c'est pour intrigue. quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, c'est très dur ce que je viens de dire. Puisque, au contraire, je pense que ça fait peur quand même, cette histoire d'accompagnement sexuel, un peu, non? Non? C'est sexy? Non, je ne donne pas mon micro, par contre. Alors, c'est pas sexy, mais ça fait parler. Donc, je pense que du coup, ça intéresse en tout cas ceux qui vont produire ça. Alors, pour moi, c'est pas c'est du travail du sexe, si on veut dire que ça implique le corps et la sexualité. Mais même les prostituées, les travailleuses du sexe disent que c'est pas du tout pareil, en fait, que c'est beaucoup plus de temps. Si elles parlent d'ailleurs en termes de... Si elles prennent l'exemple de la rentabilité économique, elles vont dire c'est pas du tout rentable. Parce qu'on prend du temps au téléphone, alors que dans le travail du sexe, c'est une prestation, bam bam, enfin... Je sais pas, le minutage, c'est relatif à chacun, mais voilà. Le bam bam. Et là, il y a vraiment tout un accompagnement thérapeutique
Et pour moi, c'est pas une solution. Par contre, on prend le package handicapé et on dit accompagnement sexuel. C'est une réponse parmi d'autres. Une réponse parmi d'autres. Il faut vraiment que je donne la parole à Marcel. Il va m'en vouloir. Il va plus jamais vouloir rentrer en interaction avec moi. Marcel Nuss, si vous êtes là. Désolée, hein, je suis un... Allez-y. Je suis désolé, mais je mets les pieds dans le plat. Premièrement, à titre personnel, je ne conseillerais pas de passer par la passe. La passe n'est plus ce qu'elle était depuis 3 ans. Tous les retours que j'ai sont désastreux. Et moi, ça me fait d'autant plus mal après le temps investi. Il n'y a plus l'éthique, il n'y a plus de fiabilité. Alors pour le dire, c'est vraiment grave. Deuxièmement, les formations. J'en ai fait pendant 5 ans. En dehors des sélections, les personnes qu'on a formées, moyenne d'âge 40 ans, beaucoup idéalisés et projetés. Ce qui fait que, quelle que soit la formation théorique, la vraie formation est sur le terrain. Combien de personnes que nous avons formées ont arrêté après leur première rencontre ou la deuxième, parce qu'elles se retrouvaient face à la réalité. Elles étaient plus face à l'exemple. Un jour, il y en a une qui a dit ah oui, non, moi je peux pas continuer. Moi je pensais rencontrer des gens comme Marcel Nuss, alors qu'il a rencontré un jeune homme dans un appartement, petit appartement simple, où les jeunes étaient douteuses, et qui n'avaient pas de conversation. L'accompagnement sexuel n'est pas un idéal. Donc, troisièmement, j'ai écrit avant de créer la place, je vais faire l'amour. Pendant 1 an, j'ai testé. J'ai rencontré des professionnels du sexe et j'ai rencontré des accompagnantes sexuelles suisses. Il est évident que, d'après mon expérience, les 3/4 des professionnels du sexe n'étaient pas à la hauteur si je n'avais pas fait ça comme une expérience. Mais j'aurais été effondré parce que j'ai vécu. Un jour, il y en a une qui est arrivée chez moi. Elle m'a vu. Elle m'a dit, excusez-moi, je dois vite donner un coup de fil. Et elle est partie en courant.
Je n'ai jamais revu. Donc, oui, on ne peut pas faire l'impasse sur des personnes formées. Mais en même temps, il faut arrêter de s'illusionner. L'accompagnement sexuel est une réponse. C'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Et il ne faut pas oublier le facteur humain, donc les limites de chacun. Merci beaucoup, Marcel. Alors, beaucoup de choses dans votre témoignage. Bon, sur ce que vous avez dit sur la passe, ça va être compliqué de répondre là-dessus. Peut-être que voilà, on vous laisse, on l'a entendu. J'ai noté, première chose, des accompagnants sexuels formés et finalement qui, au bout de il n'y a pas de deuxième fois, qui sont peut-être déçus, surpris. Alors, nous, pendant la formation qui s'échelonne sur une année, justement, c'est le choix qu'on a fait, Corps Solidaire, de ne pas faire une formation sur un seul séminaire, mais sur 4 séminaires sur une année. Il y a une évolution, il y a des abandons en cours d'année, ou nous-mêmes, il y a des personnes à qui on dit non, en fait, ce n'est pas ce qui correspond. Et puis, il y a des personnes en situation de handicap qui interviennent évidemment pendant la formation. Avant la certification, il y a une première expérience avec une personne en situation de handicap qu'on connaît, pas quelqu'un qui est là avec sa privation, qui va avoir sa première expérience, quelqu'un qu'on connaît, qui à ce moment-là est coformateur ou coformatrice et qui nous fait après un retour, non pas sur ce qui s'est vécu, qui reste évidemment l'intimité des deux personnes, mais sur la qualité de la communication, sur la relation. Et c'est seulement quand cette première expérience a été réussie qu'on va accorder la certification. On a maintenant des personnes de différents âges aussi, c'est très intéressant parce que parmi les personnes qui se présentent, il y a plus seulement les 40-45 ans comme avant, il y a des personnes qui ont 20-25 ans. On étudie, mais des personnes qui sont non-binaires, qui sont avec un discours complètement différent et qui sont d'emblée dans un type de rapport à la différence qui est vraiment passionnant. Et nous, les plus vieux, on va dire, là, qui sont un peu à l'origine, on a vraiment fait le choix d'accepter ces personnes, enfin après processus de sélection, parce qu'elles apportent vraiment quelque chose de très nouveau, qui nous bouscule d'ailleurs aussi un petit peu, mais qui continue de faire évoluer cette question. Et il y en a qui ont un discours queer et même crip, et ça nous bouscule, mais c'est passionnant. Peut-être une réaction, Lydie ou Audrey, sur ce que disait également Marcel sur les... oui, et sur le contrepoint, les travailleurs du sexe, où lui, son expérience, c'est un témoignage personnel, hein, qui est de dire ils n'ont ou elles n'ont jamais, elles n'ont en l'occurrence jamais été à la hauteur, parce que c'est parti, on est... moi, j'ai compris, on n'est pas un client comme un autre, en vrai. Ah non, je nie pas la nécessité de formation. Je dis juste que pour nous, l'accompagnement sexuel est une forme de prostitution. Mais on ne nie pas du tout la spécificité et la nécessité. Vous dites, ah bah, on arrête l'hypocrisie. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça. La présidente de Corps Solidaire, qui est devenue une amie, maintenant, c'est des années qu'on travaille ensemble, Judith Arreguer, a été 10 ans travailleuse du sexe et 10 ans assistante sexuelle. Et elle travaille d'ailleurs à côté de son activité. Elle travaille pour Aspasie à Genève, qui est une association qui défend les travailleuses et travailleurs du sexe. Donc elle est bien placée pour comprendre, effectivement, voir les différences et en même temps les points communs, bien entendu. C'est vrai que ça serait plus simple si en France comme en Suisse, bah, c'était parfaitement légal. Hein. Les personnes conformes en Suisse et les établissements qui mettent en contact, c'est parfaitement légal. Est-ce que, et après je viens vers vous dans la salle, est-ce que les assistants, les accompagnants sexuels concernent aussi des publics qui souffrent de troubles cognitifs et qu'on ne soit pas que sur l'impossibilité, la difficulté physique? Ah oui, bien sûr, oui, c'est une partie, environ la moitié. Oui, environ la moitié des réponses, enfin des demandes, ne relèvent pas uniquement du handicap moteur, mais alors aussi parfois du pluri ou du polyhandicap, mais aussi déficience cognitive ou troubles psychiques. Alors évidemment, à chaque fois, il y a une préparation d'autant plus importante, un décodage, mais ça peut vraiment apporter aussi certaines réponses. Pas tout, hein, encore une fois, vraiment pas tout. Petite parenthèse, Marcel Nuss dit que pour lui aussi, oui, c'est apparenté à de la prostitution, c'est une forme de prostitution. Je dis ce qu'il a dit. Bernard, juste par rapport aux troubles cognitifs, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on peut imaginer un recours comme ça, une aide particulière? Je n'ai jamais été confronté, ni les équipes, sur des demandes de ce style. Hein.
Qu'ils aient des besoins et des envies, oui, certes, hein, bien évidemment, hein, et ils s'expriment. Hein. En revanche, on n'a pas de demande particulière de cet ordre, hein, avec des gens avec des troubles psychocognitifs importants. Ok. Question ? Bonjour. Moi, j'ai une question concernant on parle beaucoup de personnes avec un trouble cognitif léger ou avec un trouble moteur. Je pose la question des personnes qui ont un gros TDI, donc un trouble du développement intellectuel important, avec souvent des troubles, avec parfois des troubles du spectre autistique assez prononcés. Et en fait, la question est un peu générale, mais elle revient. Elle se pose sur la question de l'assistance sexuelle, mais elle se pose aussi sur la question du consentement de façon assez forte. Elle se pose aussi, dans le cadre des formations, sur leur place pour venir témoigner, qui du coup est forcément rendue un peu plus complexe. Donc là, est-ce qu'on imagine une présence de la famille en témoignage ? Je ne sais pas du tout, hein, ça reste une question, mais c'est quand même un questionnement qui se centre énormément autour de la masturbation et des comportements problèmes. Hein, on l'aborde dans les structures quasiment que de ce biais-là. Et du coup, comment on prend aussi en compte quand il y a vraiment un trouble du développement, un tout petit niveau de développement, et juste un tout petit truc sur la formation. Quand il y a un trouble du spectre de l'autisme, on voit bien à quel point former pratico-pratique à la compréhension des particularités de l'autisme sur la vie affective et sexuelle, c'est aussi très important pour les structures. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un pas de côté à faire sur ses propres ressentis, son propre rapport à la sexualité, mais il y a aussi des savoirs à transmettre sur en quoi les particularités sensorielles viennent impacter la vie affective et sexuelle. Et est-ce qu'on s'assure avant tout si c'est vraiment un comportement sexualisé ? On a vraiment aussi souvent des questionnements autour de ça. Donc voilà, comment on prend en compte à la fois des troubles du développement intellectuel importants, avec des troubles de la communication vraiment impactés, et avec en plus souvent un TSA majoré, quoi. Ces personnes-là aussi expriment des besoins en termes de sexualité notamment. Et vous êtes à court de réponses, de solutions ? En fait, je trouve que non, pas complètement à court, mais la question éthique vient un peu se poser sur ces accompagnements de personnes-là. Dans les structures, on voit beaucoup de professionnels, alors moi-même je l'ai été, mais on voit beaucoup de professionnels démunis sur cette question, et soit du déni, soit un militantisme, on va dire, mais solo face à l'ensemble de la structure, soit parfois aussi une surinterprétation des comportements sexualisés, qui ne sont pas toujours, ou alors qui sont répandus un poil à côté, parce qu'on est tellement obligé d'émettre des hypothèses, de remplir des grilles, pour en comprendre quelque chose, que des fois on est complètement à côté. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse, Audrey, peut-être, Pascal ? C'est pas facile. Le témoignage se tient aussi tout seul, hein, on n'a pas forcément une réponse là. Alors, la question était très longue, et du coup, dans mon cerveau, pendant la question, il y a eu des trucs comme ça qui se sont passés. Donc, j'ai pu tout. Et en plus, en fait, c'est que j'ai bloqué, ça c'est mon côté psy, j'ai bloqué sur un mot. Vous avez dit, il y a masturbation et comportement problématique. Et en fait, du coup, j'ai eu envie de savoir ce qu'on mettait derrière. C'est en lien avec la sexualité ? Alors, c'est plutôt comportement défi aujourd'hui l'appellation, si je veux faire machieuse. Mais les comportements problèmes. En fait, souvent les problèmes masturbatoires deviennent des comportements, sont perçus comme des comportements défis. Donc des comportements comment ? Défis, DEFI, parce qu'ils viennent devenir problématiques en fait. Et souvent, quand ils sont exprimés dans les structures ou dans les familles, c'est souvent de ce côté-là. Il se masturbe sur le canapé alors qu'il y a plein de monde, il vient sentir le sexe des autres. C'est des choses qu'on voit souvent. Hein. Alors pour les gens qui ont travaillé en masse ou en femmes, c'est des comportements qu'on voit. Il va chercher ses selles. Il y a aussi des choses aussi très, très concrètes. Et il y a plein de questions là-dedans, mais il y a une vigilance à vérifier si c'est bien sexualisé. Et puis, il y a une vigilance à comprendre des choses sur le TSA, notamment, et sur le TDI. Oui, parce qu'après, chaque chose est interprétée au regard de la pathologie, parce que chercher ces selles, pas facile à dire aussi. On le voit aussi en gériatrie, chez des déments quand ils sont constipés.
ils y vont parce que ils veulent se débloquer. Enfin, du coup, ça a une cohérence. Selon les pathologies, du coup, on va l'interpréter ou pas comme sexualisé. Donc déjà, par exemple, cet exemple, on ne sait pas. Oui. C'est lié constipation, sexualité, enfin... Autre chose. Après, je suis pas Moi, ce que j'entends, c'est par spécialiste. exemple pratique masturbatoire. Je reprends vos termes. Il fait ça sur le canapé quand il y a plein de monde. Est-ce que c'est un acte correspondant à un désir sexuel ou un acte défi, donc de recherche de quelque chose, de provocation? Et là, comment on fait? Mais là, Alors, sauf que non, parce que vous le savez. Enfin, vous connaissez aussi les troubles autistiques et donc vous savez bien que du coup, il n'y a pas cette notion du social, des autres autour. Si, il peut y avoir, mais en fait, en plus généralement, parce que là, on pourrait... Ou en plus... Alors, voilà. Vous vouliez... Comment on s'assure qu'il s'agit d'un acte sexuel ou Comment et on en garde gros, en moi, ce que tête je retiens, et peut-être qu'après, on pourra peut-être pas aller plus loin, c'est le côté, on est démunis parfois. Alors, on est démunis parfois, et comment on... Vous parliez de prendre de conscientisation et tout ça, et comment on garde en conscience aussi l'idée que la personne avec un tout petit niveau d'autonomie, pour faire très court, un niveau de communication verbale très impacté, comment est-ce qu'on garde en tête qu'elle a aussi des besoins en vie affective et sexuelle et qu'il y a un vrai soutien aux équipes et aux familles sur la compréhension de ces fonctionnements-là et sur quelque chose de même plus général autour d'autodétermination, mais il y a vraiment une prise en compte de cette population dont on parle très peu. Ouais. C'était large, hein, je suis désolée. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bien. Il n'y a pas de format de questions. Bon. Oui, on est avec ces questions complexes, des fois il n'y a pas de réponse, c'est le propre de la démarche éthique qui est toujours collective au sein d'une équipe d'accompagnement. On interroge, on observe, on continue à chercher, on repère avec les différents professionnels, effectivement, si c'est un comportement d'appel qui a du sens, si c'est un comportement qu'il faut simplement recadrer avec un apprentissage pour que ça ait lieu dans la chambre, par exemple. Là, on a plein de questionnements. En tout cas, sur ce qui est lié à trouble TSA. Trouble déficience intellectuelle, question du discernement. Il faut toujours avoir du discernement sur le discernement aussi. Hein. Il y a des personnes avec une déficience intellectuelle qui savent très bien qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qui les fait jouir, qu'est-ce qui les fait pas jouir, qui peuvent dire oui, qui peuvent dire non. Et bien, ces personnes-là, elles ont un discernement plus grand que peut-être... une femme CSP+, 45 ans, qui a développé tout son itinéraire professionnel, mais qui ne connaît pas son corps et qui finalement a supporté les assauts de son mari pendant 30 ans et qui, à la cinquantaine, découvre qu'il y a plein d'autres choses à vivre qu'elle n'avait jamais vécues. Et se dit, finalement, tout ce que j'ai vécu avant dans le cadre conjugal, je ne vais pas dire que c'est du viol, mais finalement, j'ai consenti, mais je n'avais pas envie. Cette personne-là a moins de discernement que peut-être la personne avec déficience intellectuelle qui sait ce qui l'a fait jouir et qui l'affirme et est capable de dire non aussi à ce moment-là. Oui. Bon, donc il faut vraiment avoir du discernement sur le discernement. Hein. Merci Pascal. Voilà, madame. Bonjour. Du coup, j'ai une question. C'est posée. Moi, je travaille en EHPAD. Je suis aide-soignante. On a une résidente en fait avec des gros troubles cognitifs sévères. Elle n'a plus de communication verbale, et sauf qu'elle a un compagnon qui lui rend souvent visite et qui est très actif en fait sexuellement. Donc comment on peut s'assurer de son consentement à cette personne? Vous n'avez pas de réponse du tout aujourd'hui? On a repéré en fait des signes, par exemple lors de la TGA où elle serre les jambes, elle est crispée, des réactions très... Ça me fait penser, je ne sais plus si c'est vous Pascal ou d'autres intervenants, pardon, j'ai eu beaucoup d'entretiens au téléphone qui me disaient dans ces cas-là on a des faisceaux d'indices. C'est vous, hein, voilà, pardon. Donc, parce qu'on en parlera beaucoup dans la dernière table ronde, plus axée sur le droit et la limite. Mais je crois que je me permets de faire la réponse, je ne suis pas du tout une spécialiste. Le faisceau d'indices, en fait. C'est ça, hein, on est d'accord. Il faut s'inspirer de ce faisceau d'indices. La dame qui se crispe, qui garde les jambes serrées, ça raconte un truc quand même, me semble-t-il. Bah oui, mais justement, on s'est posé la question par rapport à son compagnon, parce que chaque personne n'était pas forcément d'accord avec ce qu'on amenait en fait. Donc du coup, ça a été une grande discussion autour de ce sujet. Audrey, un mot? Non, mais j'allais dire, vous en avez parlé, en tout cas. Oui, mais souvent vous attendez d'avoir genre l'enquête bouclée, quoi, en mode expert, machin. En fait, nous, on ne saura jamais. Pour moi, vous êtes professionnel, vous avez des doutes, vous faites un signalement
avec les faits observés et basta. En fait, les choses, elles seraient comme ça. Moi, j'ai formé une équipe la dernière fois. Ils avaient des soupçons et ils m'ont dit oui, mais on avait une aide-soignante, c'était une ancienne policière reconvertie. Du coup, c'est elle qui a été faire parce que une comme enquête. ça, voilà, ben voilà. Et puis donc ils ont tout fait en interne, mais c'était quand même une ancienne policière. Non, mais ça ne vaut rien. Non, ça vaut rien. Non. Et elles ont tout elles ont tout mélangé dans un espèce de gloubi-boulga en interne. Ouais. Donc en fait, moi j'entends ça, c'est signalement avec les éléments, voire signalement à qui? Signalement au procureur. En interne? Non, un signalement au procureur. Ah, pardon, oui, c'est vrai que. Bah oui, vous dites signalement comme ça, oui, Audrey, oui, mais non, il faut un peu de précision. Oui, pardon. Avec éventuellement, s'il y a des marques, le médecin qui rédige. Ça peut être des photos, enfin voilà, et après l'enquête elle est menée. Ceci dit, Audrey, mine de rien, vient de dire des choses très très importantes. Médecin, c'est-à-dire faire constater éventuellement des lésions, ou faire constater les comportements un peu de rejet de son compagnon. Et puis faire un signalement au procureur si vous pensez qu'il y a abus, en fait. Mais ça sera, on y reviendra peut-être sur l'autre table ronde, mais allez-y. Je me permets juste parce que d'ajouter... Noémie voudrait parler. Du coup, moi, je suis la psychologue qui intervient dans l'EHPAD. Et donc, mais où est la policière? C'est ça. Et donc là, toute la difficulté, c'est que la dame, donc, avant que son compagnon vienne, pas d'expression au niveau du visage, et quand son compagnon partait, certaines avaient remarqué qu'elle était souriante. Voilà. Donc toute la difficulté de savoir, voilà, est-ce qu'on est dans l'interprétation, sachant que du coup, voilà, de quel droit on se permettrait de lui enlever éventuellement un plaisir. Les soignantes disant oui, mais lors de la petite toilette, oui, mais est-ce que c'est vraiment la petite toilette avec les soignantes qui pose problème, ou est-ce que c'est lié au geste de son compagnon? Et c'est vraiment compliqué. C'est très complexe. Et je pense qu'au murmure de la salle, c'est du vécu. D'autres, ça doit faire écho à plein d'autres situations que vous rencontrez. Et c'est un peu ubuesque et qu'il n'y a pas une réponse en kit. Hein, c'est ce que vous dites. Il y a pas une. Là, c'est l'expertise des professionnels. Noémie. Et puis après, on va être obligé de conclure cette table ronde. Qui est passionnante. Merci. Je vous remercie beaucoup à tous et toutes. Juste, peut-être moi, j'ai besoin de partager avec vous parce que ça fait écho. Je suis un peu comme vous, Audrey. J'ai le cerveau qui percute dans tous les sens. Et juste, j'aimerais qu'on revienne à de qui est-ce qu'on parle et avec qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Et en fait, pour le coup, je vais être très... Je m'étais promis de faire très attention à ce que je dirais aujourd'hui pour ne pas m'engager trop personnellement. N'empêche que tout ce que vous dites là, c'est bien de la vie des personnes qui vivent avec handicap dont il s'agit. Et donc, si je suis l'un d'entre vous, par exemple, M. Preyès, c'est OK, mais du coup, j'ai combien de personnes autour de moi? C'est-à-dire, alors j'ai le référent travail, puis j'ai le référent sport, handicap, j'ai le référent scolarité, handicap, j'ai le référent, vous voyez, MDPH, handicap, voilà. Je n'ai pas de réponse. J'ai besoin de partager ça avec vous. Parce que c'est ça la vraie vie. Exactement comme les professionnels là sont en train de réagir. Parce que c'est ce qu'ils connaissent dans les établissements. Il est où le domicile? Elle est où la vraie vie? Elles sont où les personnes qui, en fait, interviennent à domicile sans aucune formation, sans aucune qualification? Parce qu'aujourd'hui, les plus vulnérables aident les plus vulnérables. C'est la société. Donc, je veux dire, à un moment donné, et pardon, je suis engagée parce que là, ça touche personnellement aussi, je pense. Mais il est vrai que, de un, ça fait beaucoup. Et que peut-être quand on vit simplement, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, on n'a pas envie de coordonner tout le temps, toute sa vie, et de l'organiser en permanence. La deuxième chose qui m'inquiète et que je partage avec vous, c'est cette approche par le besoin. Parce que là, quand je vous écoute, et chacun d'entre vous, vous êtes dans votre spécificité. Et je le comprends, c'est ce que vous avez travaillé. Mais l'être humain, il n'est pas spécifique, il est global. Et donc, comment on fait? Parce qu'un besoin va en amener un autre. Moi, je reviens, je le recite, et j'aimerais beaucoup en échanger avec vous. On ne pourra probablement pas le faire ici. Mais il y a ce film, cet essai, ce documentaire
qui s'appelle Because It's My Body, où on voit cette jeune fille et cette assistante sexuelle qui lui démarre et qui, elle, toute jeune, se lance parce qu'elle veut vivre une vie. Mais une vie quoi? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? C'est pas un peu une vie amoureuse dont elle parle? C'est pas ça qu'elle a dans son imaginaire, dans son inconscient. Et donc j'ai du mal, pardon, je vais aller au bout, j'ai du mal à penser qu'on puisse détacher à ce point. Et alors du coup, est-ce que c'est pas une question, là encore, d'approche par le genre, par l'identité, par les besoins? Est-ce qu'on est à ce point de s'être biologique, incapable de répondre à un besoin en trouvant peut-être, en montant en compréhension et puis en essayant d'aller chercher d'autres solutions? Je ne sais pas, ça m'amène tout ça et je vous le dépose là parce que c'était trop lourd pour moi toute seule. Mais je vous invite à le regarder parce que ce documentaire, probablement que vous l'avez vu, mais parce que pour moi la question qu'il pose à la fin, quand cette jeune fille qui vit avec un handicap a développé tellement de choses, c'est-à-dire elle vit chez ses parents, elle s'est affirmée, elle s'est positionnée face à eux, elle se tient là en adulte, elle met du maquillage, elle apprend à conduire pour aller au rendez-vous avec l'assistant sexuel. Et puis au bout de 6 mois, on va lui dire que c'était chouette et que maintenant il faut rentrer à la maison chez papa et maman. On fait quoi avec ça? C'est une expérimentation, je suis bien d'accord, mais en fait c'est ça que je voulais vous poser comme question. Et je suis désolée parce que je ne fais que ouvrir les débats. Mais je pense que cette journée n'est faite que pour ça, ouvrir les débats. Donc voilà, pardon, je suis un peu longue. Juste revenons à l'être humain. Et qu'est-ce que vous diriez, sincèrement, si en fait on parlait, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vit en grande précarité, par exemple, et qui est tellement timide et qui n'a tellement pas d'argent que de toute façon il n'aura pas accès à la vie sexuelle. Alors là, vous lui dites quoi? Assistante sexuelle? Merci beaucoup, Noémie. On fera une autre journée? On fera une autre journée. Alors, je ne sais pas si Marcel fait un mot de conclusion ou pas. On est en train de voir. En attendant d'avoir la réponse de Marcel, bon, vous avez peut-être d'autres questions. Il y a une autre table ronde qui arrive, hein, plus sur le côté droit, et Marcel est là avec nous. Donc, un mot de conclusion, Marcel? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que Noémie pose des bonnes questions. L'idée n'existe pas. C'est terrible d'être constamment mis à nu, de constamment dépendre. Mais il faut faire du deuil. Il faut faire avec pour le vivre du mieux possible. Le problème pour moi, c'est moi cette dépendance et cette intrusion constante dans notre intimité que ce manque du dialogue, ce manque de conscientisation, cette incapacité à nous voir comme des adultes responsables, réfléchis, qui savent ce qu'ils veulent, mais à qui on ne donne pas les moyens d'accéder à leur vraie vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assistanat. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'assistanat, les autres pensent à ma place et agissent à ma place. Je pense que le fait de dépendre est amplifié par le manque de reconnaissance et de respect
Voilà, et donc bonne chance. Un grand merci à vous, Marcel. On peut applaudir Marcel. Merci de votre présence depuis ce matin et de vos interventions qui sont vraiment, je pense, importantes à entendre là, et notamment au regard de votre parcours de militant, vraiment. Donc un grand merci Marcel. Merci à vous quatre pour votre participation. Merci à vous dans la salle d'avoir posé des questions. Je suis sûre qu'il y en a plein.